Bonjour et bienvenue sur la chaîne C'était mieux avant, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'un thème musclé, je dirais même plus testastéroné, la fameuse bataille des 300. C'est donc un film réalisé par Zack Snyder. Non, non, non. On est ici pour parler d'histoire, pas de cinéma. 300 est célèbre de nos jours grâce aux fameuses illustrations de Frank Miller qui ont inspiré le peplum de Zack Snyder. Ce thème est donc exploité de nos jours pour un rendu à la fois artistique, cinématographique, qu'on aime ou non, mais la réalité historique reste assez différente. Donc, Léonidas, roi de Sparte, fut envoyé en 480 avant Jésus-Christ défendre un défilé montagneux de Grèce centrale. Cette bataille se dévoile alors comme une résistance de la part des Spartiates face aux assauts de l'armée perse dirigée par le célèbre Xerxès. Cette bataille dure 3 jours et s'inscrit dans le cadre des guerres merdiques. Non, Val, c'est les guerres médiques, pas merdiques, médiques. Les guerres médiques, pardon. Bref, la première forme de résistance a lieu aux Thermopyles pour l'armée terrestre et à l'Artémision pour la flotte marine. Cette victoire est gagnée par un ensemble de cités grecques qui est alors commémoré par des poètes, des politiciens ou encore des historiens, dont l'un d'eux fut Hérodote. Hérodote, historien de langue grecque, relata d'un demi-siècle après le récit de ce combat et de ce sacrifice héroïque dans son œuvre intitulée Histoire. Nous allons alors nous appuyer sur l'œuvre d'Hérodote pour vous conter ce combat qui semble déjà perdu d'avance pour les Spartiates. Les Grecs devaient trouver un endroit où la supériorité numérique perse pourrait devenir une faiblesse. Il n'existait qu'un étroit passage entre la mer et la montagne, le mont Kallidromos. Kallidromos. Les Grecs avaient installé leur camp entre ces deux passages, car leurs troupes ne se composaient que de quelques milliers d'hommes. Ce choix par les Grecs était donc stratégique. Ils voulaient éviter le combat à la Perse, c'est-à-dire la redoutable cavalerie d'archers à cheval. Léonidas établit son camp au milieu du défilé, là où l'endroit où les pentes sont les plus abruptes, ce qui empêche les Perses de réaliser des mouvements de débordement. Léonidas utilise aussi cet endroit afin de se servir de la position d'un mur défensif qui est en partie écroulé et qu'il fait remonter. Cette position permet aux Grecs de se relayer plus facilement sur la ligne de front et permettre alors aux troupes de se reposer et de se reformer près du mur qui forme un abri. Quant à eux, les Perses avaient établi leur campement dans la plaine de Trachie à l'extrémité nord du défilé. Les inconvénients géographiques pour les Perses étaient les marécages qui rendaient difficile la rotation des troupes sur la ligne de front. Pour prendre à revers la position de Léonidas, un corps d'élite perse guidé par le berger grec Éphialtès franchit les monts Kallidromos. Cette défense des Spartiates devait se faire jusqu'à la mort pour que leur affirmation soit entendue selon Hérodote. Nous allons voir maintenant le déroulement du combat entre les troupes de Sparte et de Perse. Chacun possédait ses troupes d'élite, les Perses les 10 000 et les Spartiates les 300. On appelait ces Perses immortels, car si l'un d'eux venait à manquer, vaincu par la mort ou la maladie, un autre était choisi en sorte qu'il n'était jamais ni plus ni moins de 10 000. Ces hommes étaient entraînés et ce sont eux qui utilisèrent le sentier pour contourner Léonidas. Leur équipement constituait des éléments pour un combat à distance plutôt que rapproché. Les Grecs, eux, n'avaient pas de cavalerie et leur unique force résidait dans l'infanterie lourde. Les citoyens riches entretenaient un équipement coûteux qui formait le corps des hoplites. Ces hoplites n'avaient pas de cape comme dans le film, mais avaient un armement de bronze complet avec un casque, une cuirasse qui couvrait tout le torse, des jambières qui protégeaient bien sûr les tibias et un bouclier rond porté au bras gauche ainsi qu'une longue lance pour entamer le combat et un glaive court pour le combat au corps à corps. Cet équipement était essentiellement un armement défensif. La bataille opposa initialement 7000 soldats, mais 1000 seulement le troisième jour. 300 de Sparte et 700 Thébiens et Thespiens contre 200 000 Perses, environ selon les sources de l'époque. Le premier jour de combat, Xerxès envoya d'excellentes troupes, les Mèdes et les Kissiens, qui étaient équipés à la Perse. Le lendemain, il les remplaça par les Immortels, l'infanterie d'élite, sans succès. L'équipement perse se révèle inférieur à celui des Grecs pour le combat rapproché. De plus, l'étroitesse du terrain ne permettait pas l'emploi de la cavalerie d'archers perses. Les Spartiates, avec leur entraînement poussé, pouvaient pratiquer des manœuvres difficiles que nulle autre armée ne pouvait réaliser. Les flèches avaient peu d'impact sur les corps d'hoplites protégés par les boucliers, les casques et les jambières. Et lors des contacts, les troupes perses étaient désavantagées par des lances trop courtes et par des poignards trop petits. D'autre part, les troupes grecques fatiguées pouvaient se reposer à l'abri du fameux mur et se retrouver ainsi dans leur camp. Le deuxième jour, Xerxès ayant pris connaissance de l'existence du sentier,
permettant de contourner la montagne qui protège les Thermopyles, envoya sa troupe d'élite à la nuit tombée. Au matin, elle rencontra 1000 hoplites phocidiens qui gardaient le chemin mais qui fuirent face aux flèches des Perses, libérant ainsi le passage pour les troupes perses. Au matin du dernier jour, les Spartiates et leurs alliés, Thébains et Thespiens, sont seuls face aux Perses. Leurs alliés sont partis et réussissent à sortir du défilé avant que les troupes perses n'y parviennent. La stratégie de Léonidas est d'ailleurs surprenante puisqu'il décide d'aller provoquer Xerxès au contact dans un lieu moins étroit que ses précédents combats. À la tête d'une troupe composée de moins d'hoplites, il rassemble son millier d'hommes en phalange pour tenter une parade mortelle. Les lignes grecques montèrent alors dans un endroit large afin de se déployer et de montrer leur force face à l'ennemi. C'est une sorte d'ultime défi délivré aux Perses. La nature du combat change alors. Ce n'est plus une guerre de position qui s'engage, mais bien une guerre de mouvement afin de décimer le plus d'ennemis. Le roi grec tombe en premier dans le combat, car Hérodote nous précise que les Grecs se sont battus pour récupérer son corps. Les Grecs furent alors attaqués de front et pris en tenaille par les nouveaux arrivants, et ils repassèrent alors par le mur pour se réfugier avec le corps de leur roi Léonidas. Les derniers hommes finirent encerclés et luttèrent jusqu'à la fin, et la plupart d'entre eux furent achevés par des flèches. À la fin du combat, Xerxès coupa la tête de Léonidas et la fit mettre sur un pieu dû à sa colère. En effet, il perdit 2 demi-frères dans ce combat, Abrocomès et Hyperantès. Leur combat fut aussi héroïque dans le sens où les Spartiates n'avaient pas cherché à fuir, et Hérodote prétendit que 20 000 Perses périrent aux Thermopyles. Ainsi, aux Thermopyles, des soldats venus de Sparte, après avoir revêtu pour la dernière fois leur cuirasse de bronze, combattirent autour de leur roi, tuèrent puis moururent pour l'honneur. Ce sacrifice de ces 300 Spartiates et de Léonidas permet de mettre en place à travers l'histoire l'image de valeur guerrière, de l'obéissance aux ordres reçus, au mépris de la mort. Par ce récit de bataille, Hérodote crée un genre qui connaîtra un énorme succès, l'histoire. Ces récits légendaires sous plusieurs formes ont ainsi pu raconter le monde des hommes, que nous tâcherons évidemment de vous expliquer dans nos prochaines vidéos. Sur ce, abonnez-vous, Laissez un pouce bleu, mais surtout, restez curieux.